Alors effectivement, une tribune très alarmiste et très alarmante dans le journal du dimanche, il y a 2 jours. 41 directeurs de crise de l'AP-HP disent: nous serons contraints de faire un tri des patients, on ne s'en sort plus, ça va très mal, on n'a jamais connu une situation et ils vont très loin. Même pendant les pires attentats subis ces dernières années, c'est-à-dire que pendant Charlie Hebdo et le Bataclan, c'était pas aussi grave d'après ce qu'ils disent. Alors où on en est? Et puis on parle des taux de réanimation, on va parler des taux d'urgence, où on en est exactement au-delà, allez, d'une certaine hystérisation, il faut bien le dire. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps. Ouais, c'était la chanson, vous la connaissez bien, cette merveilleuse chanson des infirmières d'Avignon, effectivement. Et il faut penser à ces soignants, c'est vrai, eux qui n'en peuvent plus. Alors eux, hein, c'est tous les jours, et on entend effectivement les mêmes refrains, les mêmes paroles et hélas, la même mélodie. Alors, résumons la situation. Donc, progression constante d'après les directeurs des 39 hôpitaux de la PHP, sur l'Île-de-France, bien sûr. Les contaminations ayant déjà eu lieu, nous avons une quasi-certitude sur le nombre de lits de soins critiques qui seront nécessaires. Et nous savons d'ores et déjà que nos capacités de prise en charge seront dépassées au terme de cette période. Voilà, dans 15 jours, disait quelqu'un, eh bien, on va dans le mur et le mur va nous tomber carrément dessus. Alors, il y a ceci, il y a l'urgence et il y a la réanimation. Parce que il y a eu aussi, effectivement, on a beaucoup parlé de la réanimation. Et à propos de la réanimation, il y a eu hier, sur CNews, Jean-Louis Teboul, qui est chef de service réanimation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et voici ce qu'il disait sur la réanimation par rapport à la PHP. Écoutez. Les gens de la PHP, comme vous dites, font de l'anticipation un petit peu pessimiste parce qu'ils veulent anticiper, ils ne veulent pas se faire prendre de court par rapport à une vague importante qu'on ne pourrait pas gérer. Donc on est bien dans des prévisions. Moi, je suis sur les chiffres, les 2 indicateurs que je viens vous donner, à savoir le nombre d'hospitalisations conventionnelles à la PHP comme en Île-de-France, qui arrête d'augmenter de façon exponentielle, et c'est une bonne nouvelle. Alors il faut que ça se confirme, enfin ça fait quand même 3-4 jours maintenant, et puis peut-être avoir le nombre de contaminations qui ne va pas en augmentation, bien que nous sommes lundi et tout n'est pas compté. Alors, Gérald Kierzek, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes directeur médical du site Doctissimo et évidemment chroniqueur santé, et on est toujours heureux de vous accueillir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? D'un côté, on dit, écoutez, on va dans le mur. D'un autre côté, on entend Jean-Louis Teboul, chef du service Réa, qui dit, attention, on fait l'anticipation, on fait peut-être de l'anticipation pessimiste. Et alors, on entend tout et on se dit, ah là, la situation est très grave. Alors, du matin au soir, j'étais encore dans une antenne de télévision hier, on vous montre des courbes, les gens disent mais regardez ça monte, l'autre disent mais non c'est à plat. Alors écoutez, éclairez notre lanterne parce que il y a d'un côté une tentation effectivement de dire attention c'est grave et derrière reconfinement ou pas reconfinement, ou alors de dire oui écoutez c'est grave mais attention il faut raison garder. Gérald Kierzek. Bien sûr que c'est grave, mais il faut raison garder. Et je crois que Jean-Louis Teboul, qui est chef de service de réanimation, il garde la tête froide, il ne panique pas, et je pense que c'est une bonne attitude. J'avais appelé il y a quelques jours à dire il ne faut pas céder à la panique oui. Quand on est médecin, mais quand on est politique également. Et là, je trouve que, moi j'étais un peu stupéfait de ces tribunes qui sont complètement alarmistes et qui donnent à la population une vision apocalyptique qui n'est pas la réalité. C'est-à-dire que les services de réanimation sont sous tension, c'est une crise structurelle. On a été, rappelez-vous, il y a quelques années, j'étais avec Patrick Pelloux, Christophe Prudhomme, on était plusieurs à dénoncer le manque de moyens, le manque de lits d'hospitalisation. Oui, il y a une tension et il y a une crise structurelle sur les réa parce qu'il y a un manque chronique de lits. Après, quand on regarde à date,
effectivement, c'est de l'anticipation pessimiste. C'est même plus que de l'anticipation pessimiste. C'est se fier à des modèles qui ne sauront pas, et en tout cas on l'espère, la réalité. Parce que ces modèles mathématiques, ils ne tiennent pas compte de l'immunité, ils ne tiennent pas compte de la vaccination. On l'a vu entre le modèle de l'INSERM ou le modèle du Conseil scientifique de janvier qui prédisait la catastrophe et la réalité. Moi, encore une fois, ce n'est pas une histoire d'opinion. Je regarde la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est, en termes de nombre de passages Covid aux urgences, à 27% du pic de la première vague. Un quart. Oui. On regarde la réanimation, on est à 55% de la première vague. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus de la moitié de la première vague. Absolument. Donc, 1484 malades. La mortalité, c'est quand même important, la mortalité. Elle est en tendance baissière depuis début février. Donc, comme le disait Jean-Louis Teboul, on a des indicateurs positifs. Je regardais juste avant l'émission, à l'instant, quel était l'état des lits. En Île-de-France, 720 lits de médecine disponibles. Plus de 180 lits de réanimation disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire peur aux gens, de terroriser la population, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences psychologiques, ça a des conséquences sur des gens qui sont terrés chez eux, ça a des conséquences sur des gens qui ne veulent plus venir se faire soigner. Christophe Prudhomme était de garde ce week-end. Moi, j'avais des patients la semaine dernière qui me disaient on n'a pas osé venir, on pensait qu'il y avait des morts sur les trottoirs. Enfin, vous vous rendez compte, on a des patients qui n'appellent plus le SAMU, qui font des crises cardiaques, on fait plus de patients avec des problèmes cardiologiques qu'avec des problèmes de Covid. Même, donc, il paraît des gens atteints du cancer qui hésitent à aller à l'hôpital, quoi. Enfin, donc c'est complètement fou. Alors, on n'est pas dans une situation de rupture. Les déprogrammations, l'Agence régionale de santé avait demandé à ce qu'il y ait 40%, puis 80%. Heureusement, ce n'est pas effectif. C'était préparez-vous à, mais on n'est pas à 80% de déprogrammation. Donc, c'est pour ça que c'est un peu fallacieux de dire il y a des gens qui meurent du cancer parce qu'on est obligé de déprogrammer. À date, c'est pas encore le cas. C'est le cas pour certains, mais pas pour d'autres. On a des indicateurs positifs. Il faut les suivre au jour le jour. Il n'est pas question d'être encore une fois ni rassuriste, ni alarmiste non plus. Il ne faut pas céder à la politique de la peur. Et je pense que ça a des conséquences, malheureusement, et que c'est pas dans notre serment d'Hippocrate de faire ça avec les gens. Mais c'est d'autant plus, Gérald Kierzek, justement, on a eu les chiffres. Alors justement, vous parlez de l'Agence nationale de santé d'Île-de-France, qui dit dans les chiffres tout à fait officiels, les passages dans les services d'urgence en Île-de-France sont actuellement inférieurs à la moyenne des 4 dernières années. Ce qui est quand même pas rien, quoi. Je passe mon temps à le dire, c'est-à-dire que depuis mars de l'année dernière, le premier confinement, il y a eu une chute drastique des passages aux urgences parce que les gens ont peur d'encombrer, ont peur d'appeler pour rien, ont peur de venir. Et conclusion, il y a des gens qui font des AVC, des crises cardiaques à la maison et qui feraient mieux de venir aux urgences. Donc les conséquences très directes, et là on n'est pas sur des courbes, sur des projections mathématiques, on est sur la réalité. Un discours dramatique à la télé, dans les journaux, etc., a pour conséquence d'effrayer la population, de terroriser la population, et a pour conséquence un refus de soins parce que les gens ne veulent pas venir à l'hôpital. Et ça a des conséquences, et c'est une responsabilité. Donc encore une fois, c'est sans nier l'état de tension des réanimations, c'est sans nier l'état de fatigue des réanimateurs. Et depuis des mois et des années, j'allais dire chapeau à ces services-là parce que ils sont en flux tendu en permanence. Mais plutôt que de faire des tribunes comme ça, il ferait mieux déjà ils auraient mieux fait il y a quelques années de ne pas cautionner les fermetures de lits pour certains d'entre eux. Je pense que ça aurait été important. Et puis surtout de dire on a besoin de lits pérennes et on va adapter les choses, et surtout d'avoir un discours un peu plus apaisant, moins alarmiste avec la population. Parce qu'encore une fois, quand vous avez les psychiatres, je pense au professeur Duverger là qui intervenait à Nantes en disant que les adolescents sont dans un brouillard, il n'y a pas de perspective, vous avez des tentatives de suicide, les choses sont juste dramatiques. Mais justement, docteur Kierzek, deux choses. D'abord, vous avez vu l'article du Canard enchaîné et il y a quelques jours. Enfin, le Canard enchaîné n'est pas spécialement un adepte des fake news. En général, il vérifie que, alors moi, ça m'a scié, entre mars 2020 et mars 2021, c'est-à-dire en plein Covid, on aurait supprimé 800 lits en Île-de-France. C'était les chiffres du Canard. Ça m'a... Donc Ben bien sûr, donc on ne peut pas faire des tribunes alarmistes et puis par les mêmes qui ont cautionné, que ça soit médico-administratif, une espèce de technostructure médico-administrative, qui ont cautionné, organisé depuis des mois ou des années ces fermetures de lits. Moi, je suis un des défenseurs de l'hôpital public, mais depuis des années, reprenez les archives, etc., que ça soit pour l'Hôtel-Dieu, mon hôpital, avec ses fermetures de lits, ou d'autres hôpitaux, avec Prudhomme, avec Pelou, avec d'autres médecins de terrain, parce qu'on est au quotidien sur le terrain et on n'est pas dans des bureaux. Vous êtes sur le terrain, absolument. On défend ces lits-là. Et donc cette crise, c'est pas un virus qui tue à 80%.
C'est un virus où il faut rappeler le taux de mortalité qui est de moins de 0,2%. 85 ans la médiane d'âge des gens qui décèdent malheureusement, ou des gens déjà très fragiles. Et il faut le rappeler, c'est pas la peste, c'est pas 40% ou 80% de mortalité, mais il y a un problème structurel. On a un problème sur les réanimations. Donc, si on a un problème sur les réanimations, il faut peut-être créer des lits de réanimation, peut-être pérennes. Jean Verdier, c'est un hôpital où l'AREA est prête à réarmer. Il n'y a pas que l'AREA dans la vie non plus, il y a aussi les lits de médecine. Moi, j'ai dit sur d'autres antennes qu'à l'Hôtel-Dieu, on a 100 lits, non pas de réanimation, mais d'oxygénation. On peut oxygéner les malades. Il y a moins besoin de ressources spécialisées. Tout est prêt, les fluides sont prêts, l'oxygène est prêt. Pourquoi on ne fait pas un hôpital Covid au cœur de Paris, par exemple, si on a un débordement ou si on craint un débordement? Moi, j'aimerais que mes confrères, mes collègues réanimateurs, prennent ces solutions plutôt que soit des Cassandres à dresser un tableau complètement apocalyptique qui, encore une fois, à date, n'est pas la réalité. Mais alors juste, Gérald Kierzek, je ne vous demande pas de vous transformer en psychanalyste ou en psychologue, mais quand même, pourquoi, et puis ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'hier, pourquoi ce discours alarmiste, pourquoi ce discours pratiquement apocalyptique ou collapsologue en permanence? Dès qu'il y a quelque chose qui montre une certaine stabilité, ça arrive en masse dans les médias et ailleurs, un certain nombre de gens qui disent « Ah non, c'est fini, si on ne se confine pas tout de suite, on est foutu, c'est la fin, quoi ». C'est quoi je pense qu'il y a une espèce de prisme un peu biaisé, c'est-à-dire que les réanimateurs, et ils sont dévoués, ils sont pour leurs malades, et ils sont sur le terrain depuis des années. Je pense qu'ils sont aussi fatigués, les équipes sont fatiguées, les équipes paramédicales, les infirmières, les aides-soignants. D'ailleurs, on a du mal à les mobiliser parce que il y a cet épuisement, mais encore une fois, pas depuis des mois, il est depuis des années. Et donc, du coup, cette fatigue-là peut, et ce prisme en réa, on voit que des malades graves. C'est épuisant de voir que des malades graves. Bien sûr. Et donc, ils voient des malades qui rentrent, des malades qui sortent. C'est en flux tendu, c'est-à-dire que l'hôpital est en flux tendu. Et donc, ils ont cette vision, mais c'est un prisme qui est un peu biaisé sur la vision qu'ils peuvent avoir. Moi, j'essaie de dézoomer. Je fais pas d'opinion, je fais pas de politique. J'explique. Il y a des chiffres. On regarde ces chiffres-là. Je vois ce qui se passe avec mes collègues de terrain aux urgences, des SOS médecins, les médecins généralistes, on n'en parle pas beaucoup, qui voient beaucoup de malades et qui les traitent. Et c'est important, c'est important de prendre en charge cette vision un peu plus large que la réanimation, surtout qu'il y a des gens qui guérissent du Covid, qu'on sait les traiter. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas uniquement la réanimation, qui est c'est une fraction infime des patients. Importante, mais c'est vraiment le bout de la chaîne. Et faire un chantage au tri, je trouve que c'est pas bien, surtout que ce tri, c'est la ligne rouge absolue. Évidemment qu'il n'est pas question, pour des raisons de manque de lits, de trier des patients, évidemment, et on n'est pas dans cette situation-là. Non, tout à fait. Et puis, vous faites bien de rappeler qu'effectivement, il y a les traitements, il y a des médecins, il y a voilà, il faut voir le tableau dans sa totalité. Mais c'est vrai que ça n'arrange rien d'avoir pratiquement tous les 3 jours des gens qui disent c'est fini, ça y est, parce que le politique derrière, et c'est tout le problème des rapports de la médecine et de la politique, qui dirige, Gérald Kierzek, c'est ça, tease the question. Écoutez, moi, je ne fais pas de politique. Je vous lis juste une phrase du serment d'Hippocrate. « Je ne tromperai jamais leur confiance, en parlant des patients, et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. » Et j'ai l'impression qu'actuellement, avec ce discours un peu alarmiste ou catastrophiste, on veut forcer un peu les consciences ou forcer une décision politique. Bien, merci Gérald Kierzek, merci. Et puis c'est bien de rappeler le serment d'Hippocrate, et non pas certains qui font des sermons d'hypocrites. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek. Je rappelle, médecin urgentiste et directeur médical du site Doctissimo. Vous avez entendu, il dénonce cette vision apocalyptique de certains directeurs de la PHP. Il ne faut pas se fier à des modèles qui ne sont pas la réalité. Et il rappelle aussi certains faits. La mortalité est en baisse depuis février et les passages aux urgences en Ile-de-France sont inférieurs à la moyenne des 4 dernières années. Voilà des informations qui nous permettent aussi de nous éclairer aussi un petit peu et d'avoir d'autres faits que ces visions apocalyptiques. Alors vous réagissez au 0826 300 300 à tout cela.